Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, en ce jour de Black Friday, puisque vous savez que le Black Friday a été reporté, on s'est dit que l'on allait se pencher sur ce phénomène à notre manière avec, et grâce à vous, Pierre Saint-Garavelou, vous êtes historien, vous êtes professeur au King's College de Londres et également à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous avez publié avec Sylvain Vénère un livre intitulé Le magasin du monde, la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours. Que signifie le Black Friday ? Alors, c'est une expression qui a une origine un peu obscure. La seule chose qui est certaine, c'est que ça vient des États-Unis. C'est le jour qui se situe au lendemain d'une grande fête américaine, la fête de Thanksgiving. Et il y a plusieurs hypothèses pour expliquer l'origine de cette formule. La première, ça serait, en fait, ça proviendrait du 19e siècle, de l'année précisément 1869, avec un crash boursier sur le cours de l'or qui aurait suscité un grand nombre de faillites un vendredi noir. Bon, il y a une deuxième hypothèse qui est plus probable, qui s'originerait dans la manière dont les commerçants états-uniens au 19e puis au début du 20e siècle écrivaient en rouge les pertes sur leur cahier de compte et en noir les bénéfices, les profits. Et il se trouve que le lendemain de la fête de Thanksgiving, eh bien, les commerçants en général faisaient beaucoup de profits. Et puis la dernière hypothèse, eh bien, ça viendrait des policiers, les policiers de la ville de Philadelphie, qui auraient popularisé cette expression de Black Friday à partir des années 1950. Pourquoi ? Parce que eh bien, le lendemain de Thanksgiving à Philadelphie, se retrouvaient des foules de personnes habitant dans la région pour assister notamment aux matchs de football. Et ça crée à chaque fois un chaos, beaucoup d'embouteillages. Et c'était un jour qui était le jour le plus difficile à gérer pour les policiers, qui l'ont surnommé le Black Friday. Donc voilà, toutes ces origines font que eh bien, les commerçants états-uniens ont très tôt essayé de changer le nom de Black Friday, qui avait au fond une connotation péjorative. Ils ont essayé de le dénommer à partir des années 60 le Big Friday, le gros vendredi. Et ça montre bien les limites du marketing, parce que ça n'a pas fonctionné. Et on a conservé cette expression de Black Friday. Mais je crois que ça va être l'une des conséquences de cette pandémie, ce terme qui n'était pas très familier aux oreilles françaises et aujourd'hui vraiment dans le langage commun. Et c'est un jalon de plus. Ces fêtes commerciales sont en train de structurer, de restructurer le calendrier, Pierre Saint-Garavelou. Oui, alors ce sont des inventions de la tradition, pour reprendre la fameuse expression de l'historien Eric Hobsbawm. Puisque en réalité, le Black Friday est introduit en Europe très récemment. Ça commence par l'Angleterre, le Royaume-Uni en 2010 seulement, ça fait à peine 10 ans. Et c'est Amazon, la plateforme de vente en ligne, qui introduit officiellement cette nouvelle tradition commerciale en Europe. Et en réalité, aujourd'hui, seuls quelques pays ont promu cette formule. Alors, ça existe au Mexique, ça existe en Inde, au Brésil, en Roumanie, en Allemagne, mais dans très peu de pays dans le monde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque pays réinvente sa tradition. Par exemple, en Chine, ça n'est pas le Black Friday, parce qu'évidemment, on essaie de se distinguer de ce modèle états-unien. Et il s'agit d'une fête qui a lieu un peu plus tôt, fête commerciale, le 11 novembre, chaque année. C'est la fête des célibataires, qui est une espèce d'anti-Saint-Valentin. Elle est conçue comme cela, et c'est le jour de vente le plus important de l'année. Et là encore, c'est une plateforme de commerce qui l'a promue. Alors, c'est pas Amazon, parce que ça n'existe pas aux États-Unis, c'est Alibaba, la grande plateforme chinoise. Bon, il faut dire aussi que pour qu'il y ait Black Friday en France, il fallait que la législation sur les soldes évolue, puisque avant, c'était l'État qui avait la main mise sur les dates où l'on pouvait solder, avec là aussi un calendrier qui était assez classique, avec le mois du blanc, qui était donc le mois de janvier, pour essayer de permettre au commerce d'avoir malgré tout une activité après les fêtes de Noël. Cela marque l'évolution du commerce, l'évolution de son folklore. Et dans le magasin du monde, le livre que vous publiez avec Sylvain Vénère aux éditions Fayard, eh bien, on voit de nouveaux objets apparaître, des objets qui signent à la fois le consumérisme et la mondialisation. Par exemple, le caddie. Oui, alors le caddie, on l'appelle le caddie, pourquoi ? Parce que c'est l'entreprise Caddy, qui est une entreprise alsacienne, qui, dans les années 1950, va
promouvoir ce chariot de supermarché en France. Alors le caddie, c'est vraiment très intéressant parce qu'il symbolise la société de consommation, voire d'hyperconsommation qui est la nôtre dans la deuxième moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle. Alors c'est une invention récente, puisque en fait au début des années, au début des années 1910, disons aux États-Unis, et jusqu'aux années 1950 en Europe, ce qui prévaut, c'est la vente au comptoir. C'est-à-dire qu'on a oublié que, au fond, avant la création des supermarchés, eh bien, les commerçants vendaient au comptoir à la clientèle qui n'avait pas accès à l'intérieur du magasin, qui ne pouvait pas déambuler dans les rayons. Et donc, à partir de 1910, eh bien, s'ouvrent les premiers magasins en accès libre, en vente libre, puis dans les années 1930, les premiers supermarchés aux États-Unis, et tout ça va se développer au Japon et en Europe de l'Ouest avec un certain décalage à partir des années 1950. Et ce qui va révolutionner tout ça, c'est notamment la création du premier chariot télescopable, pardon, par un ingénieur américain qui s'appelle Orlo Watson, et qui, en fait, invente ce chariot que l'on peut encastrer. Donc c'est toujours la question du stockage. Comment stocker ces chariots? Eh bien, c'est lui qui offre cette solution. Et le chariot va devenir très rapidement un objet familier, au point qu'en France, on fabrique par an plus de 500 000 chariots, uniquement en France. C'est l'objet qui symbolise, en fait, qui est l'intermédiaire indispensable dans le face-à-face entre le consommateur, ou plutôt la consommatrice, et le produit, parce que, au fond, ça dit bien aussi, ce chariot, la dimension genrée de la consommation. C'est-à-dire qu'on réserve aux femmes, la plupart du temps, la consommation, et aux hommes revient la conception et la production des produits. Oui, alors finalement, l'idée qu'on ne rentrerait plus dans les entrailles du magasin, c'est quelque chose qui va peut-être revenir avec le drive, comme on dit en français, et les courses que l'on fait de plus en plus sur Internet par l'intermédiaire du web, Pierre Sagaravelou. Oui, alors c'est vrai que cette dématérialisation de la commande et de l'achat est un phénomène à la fois très récent et spectaculaire, hein, puisqu'on parlait du Black Friday. Il se trouve que le Black Friday aujourd'hui aux États-Unis, et on va sans doute le voir en France, eh bien, a connu ce phénomène exponentiel de vente en ligne, puisque l'année dernière, en 2019, eh bien, la vente en ligne s'est élevée à 7,5 milliards de dollars. Donc c'est évidemment considérable. Et c'est vrai que ce chariot de supermarché, il incarne cette nouvelle société de surconsommation, parce qu'en réalité, vous parlez de dématérialisation avec la vente en ligne, mais on s'aperçoit tout de même que ce gigantisme de la vente en présentiel, hein, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ne cesse de croître, puisque ces 10 dernières années, ce fameux chariot de supermarché s'est encore agrandi, puisqu'on est passé en 10 ans à peine de 180 litres à 240 litres. Et donc, en fait, la taille du chariot croît de la même manière que la taille des hypermarchés. Donc, ça aussi, ça permet de nuancer cette idée de croissance de la vente en ligne qui nuirait aux hypermarchés. Ça nuit certainement aux petits commerces, mais l'hyperconsommation dans les hypermarchés continue à croître. Dans les différents objets que l'on a vus apparaître ces derniers temps, il en est un que l'on porte en ce moment même, c'est le masque que l'on a vu fleurir avec la pandémie. Et c'est finalement un objet qui lui aussi signe cette pandémie, Pierre Sagaravelou. Oui, alors c'est un objet qui a fait beaucoup parler de lui à partir de mars dernier, de mars 2020, puisqu'au fond, il a été l'objet de nombreux débats publics partout dans le monde, en étant à ce moment-là, à partir de mars, le symbole, pour certains, de la fin de la mondialisation. C'est-à-dire, au fond, du principal travers qu'aurait la mondialisation, c'est-à-dire cette interdépendance qui fait que la plupart des pays du monde ne pouvaient pas se fournir en masques comme dans le reste, pour d'autres produits médicaux.
Oui, une interdépendance folle d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que ce sont des produits low-tech, comme on dit, de basse intensité technologique. On a manqué de masques, on s'en souvient, et on a manqué d'écouvillons, ces cotons-tiges qui servent à faire les tests PCR. Bref, on s'est rendu compte à cette occasion-là que les objets les plus modestes en apparence pouvaient être cruellement manquants dans ce type de moment. Oui, parce que le masque, au fond, comme la plupart de ces objets de grande consommation, et notamment ceux qui sont fabriqués à partir du plastique, sont désormais, et depuis plusieurs décennies, fabriqués dans une région du monde bien particulière, en Asie orientale, et notamment en Chine. Donc on s'est aperçu que plus de 80% des masques sont fabriqués aujourd'hui en Chine, notamment dans les grandes usines de Wuhan, hein, ce qui évidemment Qui est maintenant une ville très célèbre. qui est une ville très célèbre. Et ce masque nous raconte une autre histoire également. Il nous raconte l'histoire de la mondialisation chinoise, du rôle joué par la Chine et l'Asie en général dans cette mondialisation depuis la fin du 19e siècle. Et cette histoire du masque prophylactique qui est racontée par Frédéric Vagneron dans le livre, eh bien, nous permet de revenir notamment sur le fait que ce sont les médecins chinois et accessoirement les médecins japonais qui ont, parmi les premiers, promu l'usage du masque prophylactique dans la lutte contre les épidémies, et non les médecins européens, notamment dans le cadre de la peste jaune de Mandchourie en 1911. Et donc ça, c'est important pour comprendre aujourd'hui eh bien, comment et pourquoi les populations asiatiques au Vietnam, en Chine, en Thaïlande eh bien, portent le masque, et comment elles ont pu réagir assez tôt à l'épidémie du Covid-19. Et puis alors, dans votre livre, Pierre Singaravelou, il y a donc toute une série d'objets, et il y a un objet qui signe, ça n'était pas du tout sa destination à l'origine, mais c'est devenu une sorte de babiole, un objet d'ornement, la statuette de Bouddha. Cette statuette de Bouddha, elle marque ses bazars, ses achats, qui sont des achats mondialisés, et c'est une histoire tout à fait étonnante. Est-ce que vous pouvez nous la résumer à grands traits? Oui, alors la statuette de Bouddha, elle est évidemment très populaire et commune depuis des siècles en Asie et notamment dans les pays bouddhistes, évidemment. Elle nous dit, elle nous raconte une autre histoire à partir du 19e siècle, celle de la fascination européenne pour le bouddhisme au sein d'une grande partie des élites intellectuelles, chez les philosophes, notamment français, allemands, britanniques. Et puis elle nous raconte enfin l'histoire du tourisme de masse et le fait que eh bien, les Européens, les Occidentaux, de passage en Asie, rapportent bien souvent une petite statuette de Bouddha. Et ça montre bien, au fond, la manière dont ces objets, alors là, en l'occurrence, un objet cultuel, un objet du rite bouddhiste, peut faire l'objet d'une réappropriation, cette fois par des Européens, avec un usage qui est purement esthétique. Et ça suscite des réactions en Asie, notamment oui, en Thaïlande. évidemment. En Thaïlande, Si par le exemple, Christ était devenu un objet de décoration. précisément, en Thaïlande notamment, s'est développé un mouvement qui s'intitule Buddha is not for decoration. Le Bouddha n'est pas là pour un usage cosmétique, esthétique, pour la décoration, pour lutter précisément contre ce détournement, selon ces animateurs, de la fonction même de la figure de Bouddha. Parmi ces différents objets que vous avez étudiés, Pierre Singaravelou, dans le magasin du Monde, quel est celui qui incarne le mieux la mondialisation aujourd'hui? On en a vu un certain nombre avec vous, mais celui qui est aujourd'hui l'objet le plus contemporain et le plus mondialisé pour vous, le plus édifiant à cet égard? Alors c'est très difficile parce que en réalité, la plupart de ces objets nous racontent une histoire de la mondialisation. Elle nous raconte une mondialisation, si j'ose dire, dans tous les sens, c'est-à-dire une mondialisation qui n'est pas simplement une occidentalisation, mais également, au fond, la réappropriation, comme vous l'avez évoqué pour la statuette de Bouddha, d'objets qui proviennent d'autres régions du monde, comme le shampoing. Certains d'entre vous sont peut-être en train de faire leur toilette, le shampoing d'origine indienne, et qui, à partir du début du 19e siècle, eh bien, est popularisé d'abord en Angleterre, puis dans le reste de l'Europe, par un marin indien, Sakedin Mohamed, qui s'installe à Brighton avec son épouse d'origine anglo-irlandaise et qui va devenir très célèbre et qui va devenir le shampooineur officiel du roi d'Angleterre. Et donc, il va populariser un peu partout cette nouvelle pratique sociale du massage du crâne avec du savon. Donc,
pourrait comme cela évoquer toute une série d'objets qui viennent d'ailleurs et qui se diffusent partout dans le monde, comme la planche de surf, le châle, etc. Peut-être qu'on peut évoquer, puisque on parle beaucoup de Valéry Giscard d'Estaing en ce moment, peut-être qu'on peut évoquer et dire un mot de la pilule contraceptive. La pilule contraceptive qui s'est diffusée dans le monde entier, mais qui reste encore peu utilisée dans certains pays. C'est-à-dire que par exemple, la pilule est utilisée par 75% des femmes en Algérie, 50% des femmes en âge reproductif en France et seulement 1% en Chine. Ça nous montre bien au fond que ces objets sont réappropriés de manière très différente en fonction des contextes sociaux. Pourquoi ? Parce que dans d'autres pays, la stérilisation ou le stérilet prédomine. Pierre Saint-Garavelou avec Sylvain Vénère, le magasin du Monde. On y découvre beaucoup d'autres objets. La canette, il faudra reparler de la canette dans quelques instants. On va évoquer justement cette mondialisation. Dans quelle mesure celle-ci pourrait être stoppée ou pas par la pandémie et le monde d'après. On parle moins d'ailleurs du monde d'après, alors qu'avant on en parlait beaucoup de ce monde-là. Nous serons rejoints par l'économiste Daniel Cohen. Il nous dira ce que l'on est en droit d'attendre sur le regain économique avec ou sans la consommation. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer ce Black Friday, nouvelle fête donc du consumérisme, nous sommes en compagnie d'un historien, Pierre Saint-Garavelou. Vous publiez Le Magasin du Monde, la mondialisation pour les objets du XVIIIe siècle à nos jours, en compagnie de Sylvain Vénère, et c'est aux éditions Fayard. Et nous sommes en ligne avec l'économiste Daniel Cohen. Bonjour Daniel Cohen. Bonjour. Vous dirigez le département d'économie de l'École normale supérieure et vous avez notamment publié « Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète ». C'est aux éditions Albin Michel. J'ai sous les yeux le Financial Times et celui-ci en une, dans une tribune, explique que la mort de la globalisation a été largement exagérée. L'un des exemples pris est bien évidemment le vaccin qui est largement mondialisé aujourd'hui. Que pensez-vous justement de l'avenir de cette mondialisation dont on disait que dans le monde d'après Daniel Cohen, celle-ci devrait être revue et très largement corrigée? Oui, c'est pas forcément contradictoire. Il y a un dynamisme de la mondialisation qui a été brisé d'abord par Donald Trump en 2019. Il a mené une guerre commerciale contre la Chine. Il a inquiété un peu l'ensemble de la planète sur la question de savoir si les États-Unis resteraient la plaque tournante de la mondialisation, le laboratoire de la mondialisation qu'elle avait toujours été au préalable. Et la croissance du commerce mondial, dès 2019, s'effondre. On était sur des rythmes de croissance faméliques en 2019, de 1%, alors qu'on était habitué à rythmes de croissance beaucoup plus rapides. Et le virus va accélérer ça. On va se rendre compte quand même, avec tous les exemples que vous avez déjà cités, le masque et puis le paracétamol, etc., qu'on était très dépendant de chaînes de valeur, qui ne faisaient preuve d'aucune résilience. C'est un peu la même découverte que celle qu'on avait fait avec la crise financière de 2008. C'est que la mondialisation est très bien quand vous décidez de vous approvisionner au moindre coût ici ou là. Mais quand tout le monde en même temps est soumis au même choc, c'est simple, la mondialisation marche pas. Dans la crise de 2008, quand tout le monde en même temps a été frappé par un virus financier à l'époque, tout s'effondre, on se méfie de tous les flux financiers sont bloqués. Et là, quand tout le monde en même temps veut s'approvisionner en masque ou en paracétamol, ça marche pas. Donc oui, je pense qu'il y a quand même une limite systémique qui a été atteinte. Ça ne veut pas dire que ça va baisser, mais auparavant, le commerce mondial croissait plutôt 2 fois plus vite que le PIB mondial. Là, je pense, et on le voit d'ailleurs dans les moyennes déjà des 10 dernières années, entre ce virus et Trump, que ça va croître plutôt moins vite que le PIB mondial. Donc ça ne va pas s'effondrer, on va pas revenir à l'autarcie, bien sûr que non, mais le dynamisme de la mondialisation, moi je pense, est en effet cassé par cette concomitance de chocs globaux. Alors, les défenseurs de la mondialisation, Daniel Cohen disait qu'il y avait une solution contre cela, c'était ce qu'on appelle les stocks.
Oui, mais les stocks à l'échelle de la planète, pour tout le monde, bon, mais si on commence à stocker comme dans les périodes de pénurie, vous voyez bien que c'est plus la même chose. Non, moi je pense quand même que, et puis on n'a pas encore parlé, c'est essentiel quand même, il y a le réchauffement climatique qui fait que amener des fraises en avion de l'autre bout de la planète, c'est plus personne ne peut l'accepter. Les consommateurs même, je crois, en tout cas j'espère, ne l'accepteront plus. Donc on va passer, je pense, d'une mondialisation à une autre. Ça ne veut pas dire que le capitalisme va s'effondrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de flux d'échanges, mais dans l'article du Financial Times que vous citiez à l'instant, elle constate que le grand vainqueur de cette période, c'est les flux de données, c'est les flux qui circulent sur Internet. Donc oui, on va avoir sans doute une rétraction des échanges de biens physiques lourds et peut-être des circuits un peu plus court, et puis, bien entendu, ce qu'on appelle le capitalisme numérique, lui, des échanges d'informations, etc. Ça va continuer à performer, on va s'abonner à Netflix, etc. dans tous les sens, c'est des flux d'informations. Ça fait évidemment partie de la mondialisation, mais ça n'est pas la mondialisation telle qu'on l'a connue depuis 20 ans, de marchandises qui s'échangent. Encore une fois, ça va pas s'effondrer, je crois que le dynamisme va être brisé, et je pense que, je parlais des consommateurs qui ne vont plus accepter de consommer en hiver des fruits venus de l'autre bout de la planète en sachant que l'empreinte carbone est catastrophique. Je pense que les entreprises aussi auront à cœur de faire des tests de résilience. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle interruption de courant au niveau mondial. Est-ce que je suis sûr que j'aurai ceci et cela? Et j'espère aussi d'une certaine manière que l'Europe, les pouvoirs publics vont encourager cet exercice de pensée, de tester la résilience de leur système à un dysfonctionnement global. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Singaravellou? Disons qu'il est difficile de prédire l'avenir et c'est certain que la crise actuelle, la crise sanitaire mondiale marque un coup de frein spectaculaire dans ce processus de mondialisation qui est très ancien. Par exemple, dans la circulation des hommes et des marchandises, il est certain qu'aujourd'hui, un seul train qui relie chaque jour l'Angleterre à la France, ça ne s'est jamais vu. Et donc, de ce point de vue, il y a évidemment un ralentissement des échanges et des circulations. Mais il se trouve que quand on se promène dans le livre Le Magasin du Monde, on peut aussi trouver quelques contre-exemples de cette mondialisation qui se poursuit à la faveur de cette crise sanitaire. Par exemple, le bidet. Le bidet, eh bien, a connu des ventes spectaculaires à la suite de la crise sanitaire de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, parce que notamment aux États-Unis et en Australie, où on n'utilisait pas le bidet, eh bien, on a découvert cette... Est-ce que c'est efficace contre le Covid? Alors pourquoi non? Parce qu'en fait, dans les premières semaines, on ne trouvait pas de papier hygiénique. Et donc, en fait, on a assisté à des commandes exponentielles de bidets dans ces pays qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser le bidet. Autre exemple, la boîte de conserve. La boîte de conserve, on a prédit, comme pour la mondialisation, la disparition de la boîte de conserve depuis les années 1970 avec l'apparition des produits surgelés. Bon, la boîte de conserve a connu ces dernières années une nouvelle ferveur, d'abord du fait du développement des mouvements survivalistes, et puis surtout avec le Covid-19 à partir de mars, eh bien, une explosion de la consommation de boîtes de conserve dont on pensait qu'elle était quasiment qu'elle allait disparaître. Donc en fait, il y a toute une série comme cela d'objets qui se sont diffusés à l'occasion de cette crise, parallèlement, comme l'a dit Daniel Cohen, au développement de ce capitalisme numérique qui prédomine aujourd'hui. Alors l'autre question, Daniel Cohen, toujours dans cette perspective du monde d'après, même si on en parle un peu moins en ce moment du monde d'après, il était question d'être plus frugal à l'avenir, mais lorsque l'on sait, comme vous, que les désirs sont infinis, est-ce qu'il est effectivement possible d'envisager une réorientation de notre système économique vers plus de frugalité ? Alors, franchement, je ne sais pas. L'exemple du bidet, là, je le trouve extraordinaire. Hein. Le matin au petit déjeuner, c'est formidable, mais nous sommes songeurs face à ça. Mais justement, on a appris que. Mais on va voir. Non, mais par rapport à cette question mais qui était un très bel exemple. Mais cette question de la frugalité, je pense qu'en fait, derrière cette question se cache un énorme malentendu sur
ce qui se joue en ce moment dans la société de consommation, et donc peut-être le Black Friday à certains égards pourrait être davantage le chant du cygne qui a proprement parlé le symbole d'une société de consommation comme ça exubérante. Ce qui se passe depuis longtemps maintenant, c'est que quand on regarde la consommation des ménages, elle est de moins en moins sur les produits industriels. Il suffit de regarder généralement d'ailleurs la place de l'industrie, et elle est de plus en plus dans les services. C'est-à-dire que les achats de téléviseurs, de machines à laver, etc., ça ne représente absolument plus rien de la consommation des ménages aujourd'hui. Je crois que j'avais fait le calcul, machine à laver, téléviseur et même voiture nouvelle, on est sur 4-5% de la consommation totale des ménages. On est dans une société de services, c'est-à-dire on est dans une société dans laquelle se consomme, c'est de plus en plus des flux d'achat de services. Alors il y a des choses qui ne sont pas marchandes, il y a l'éducation, il y a la santé, mais c'est toutes ces choses qui sont bloquées aujourd'hui, les salles de sport, l'événementiel, etc. Bref, en réalité, quand on parle de la consommation et le besoin de frugalité, de réduire l'empreinte carbone, on parle surtout d'une consommation de produits industriels qui est elle-même en pleine rétraction. Donc en fait, il faut bien voir les tendances dont on parle, et ça explique peut-être aussi en partie ce dont on parlait sur le commerce mondial qui est à 80% sur des produits, des objets matériels. Or, cette ivresse de consommer des produits matériels, des chaînes stéréo, des écrans plats, etc., c'est justement ce qui est en train de disparaître de la scène du monde dans lequel on est. Et donc, quand on parle de frugalité, oui, d'une certaine manière, on a de très grosses consommations d'énergie, bien sûr, et ça, c'est quelque chose qu'il faut régler. Nos sociétés, plus que jamais, sont grosses consommatrices d'énergie, mais l'imaginaire qu'on a qui est, on consomme des produits inutiles, oui, d'une certaine manière, on est en train d'en sortir. Et l'exigence de frugalité, je pense qu'il faut y penser, bien sûr, par rapport à la consommation énergétique, mais il faut aussi voir que cette société de consommation industrielle, elle fait tout ce qu'elle peut pour obliger à renouveler des produits alors même qu'on n'en a pas besoin. Et donc oui, là, par rapport au recyclage, par rapport à l'idée qu'on n'est pas obligé tout le temps d'acheter le nouveau téléphone portable alors même que l'ancien fonctionne très bien, c'est par rapport à ça qu'en effet, il faut une régulation à la fois explicite et interne pour sortir de cette ivresse addictive dans laquelle on a été pendant très longtemps et qui est de facto, en fait, asymptotiquement en train de disparaître. Mais alors, justement, Daniel Cohen, si on est face à de petits montants, en réalité, une part faible du budget des ménages qui est allouée à l'achat de ces produits mondialisés, ça veut dire que tout le discours sur Amazon, sur le fait qu'il faut aller dans les petits commerces, est un discours à contretemps ? Je ne suis pas sûr que ma question ait été entendue par Daniel Cohen. Daniel, est-ce que vous êtes là encore ? Bon, alors je crois, Pierre Saint-Garavelou, que je vais me tourner vers vous. Il y a en tout cas des objets qui, eux, sont aussi marqués par la pandémie et qui opèrent leur retour. Ce sont les objets jetables parce que, étonnamment, et pas que le bidet qui a été remis à la mode, il y a aussi tout ce qui relèverait de pratiques d'hygiène. Oui, alors ce qui est intéressant, alors, juste peut-être pour rebondir sur ce que disait Daniel Cohen concernant la question de la frugalité et plus largement la question de la moralisation de la consommation, il faut rappeler que c'est une question très ancienne en fait, qui apparaît en réalité dès l'émergence d'une première société de consommation. C'est l'historien Daniel Roche qui en a parlé notamment à la fin du XVIIIe siècle au sujet de l'économie morale, c'est-à-dire de nouveaux discours sur la consommation, notamment sur la consommation d'objets de luxe. Et donc c'est une question ancienne dont les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, au fond, étaient déjà discutés au XIXe siècle avec le développement de discours moraux, que ce soit des discours moraux catholiques sur les consommateurs qui ne doivent pas être des jouisseurs, la critique de la publicité, mais aussi le discours, la critique révolutionnaire de la consommation, la grande consommation détournant les masses des objectifs révolutionnaires, les avilissant par des conditions de travail
difficile. Il y a aussi un discours républicain au XIXe siècle et puis sous la Troisième République sur la juste consommation, c'est-à-dire sans trop d'excès, mais aussi en évitant le défaut de consommation. Donc cette économie morale, ce discours moral sur la consommation, il existe depuis longtemps. Mhm. Et donc je pense qu'il faut resituer ces débats dans la longue durée. Alors concernant les objets et leur jetabilité, eh bien là aussi, la jetabilité des objets, c'est un principe qui apparaît dès le début du XXe siècle. En fait, on peut revenir sur l'exemple de l'ampoule électrique. Les fabricants d'ampoules aux États-Unis pensent l'obsolescence de leurs produits pour augmenter les ventes dès les années 1920. Et donc ce principe de l'obsolescence qui est à l'origine de la société du gaspillage et de cette économie de la jetabilité, eh bien, il va être reproduit jusqu'à aujourd'hui avec, par exemple, l'invention des canettes en métal avant le développement des canettes en aluminium. Oui, parce que c'est très étonnant ce que vous racontez dans le magasin du Monde. Oui. Sur les canettes, que les premières publicités consistaient à voir quelqu'un jeter une canette. Oui, les premières publicités dans les années... pratique, on l'achetait dans un lac. Dans les années 1930, représentent des pêcheurs qui, eh bien, après avoir consommé leur canette de bière, puisqu'il s'agissait de canettes de bière à ce moment-là, eh bien, jettent allègrement la canette dans le lac. Donc évidemment, les préoccupations environnementales n'existaient pas du tout à ce moment-là. Daniel Cohen, on vous a retrouvé, je crois, et Oui. je vous posais la question de savoir si tout le discours contre Amazon, contre l'achat sur ces plateformes Internet, était un discours qui arrivait trop tard parce que ces achats étaient aujourd'hui minoritaires. Oui, alors ils sont minoritaires en valeur. Hein. C'est encore une fois, je vous disais, j'ai retrouvé les chiffres. Les téléviseurs, les réfrigérateurs, les lave-linges, les meubles, ça fait 1,5% de la consommation totale des ménages. Et les voitures neuves, c'est 2%. Donc on est sur quelque chose de petit en valeur, mais en volume, c'est énorme. Et en production de CO2, c'est énorme aussi. Donc c'est là que d'une certaine manière, on a une transition qui est déjà faite du point de vue des ordres de grandeur monétaires, mais qui ne l'est pas du tout du point de vue de la quantité physique de déchets et autres qui sont en train de se produire. Prenons le téléphone, 80% de l'émission de CO2 associée à la consommation d'un téléphone portable, c'est la fabrication de ce téléphone. L'énergie qu'on utilise ensuite pour essayer de communiquer comme on le fait maintenant, c'est tout petit par rapport à ça. Donc oui, par rapport à cette obsolescence programmée dont parlait votre invité à l'instant, il y a une attitude nouvelle à avoir vis-à-vis des émissions de CO2. C'est pour ça que c'est pas tant de la frugalité que de remettre un peu les choses dans le bon sens, dans la réflexion morale, même si bien sûr on est dans un nouveau discours. Alors en effet, au XIXe siècle et au XXe siècle, il y a une lettre célèbre, enfin un article sous forme de lettre à ses petits-enfants, très célèbre de Keynes, dans lequel il disait « ça fait 10 000 ans que les humains vivent dans la rareté, dans la peur du lendemain, des famines et autres, et donc on a une mentalité qui est petite bourgeoise de se protéger, d'épargner, d'être propriétaire, etc., d'une épargne importante. C'est fini tout ça, nous vivons dans l'ère de l'abondance. La difficulté psychologique de l'humain, c'est d'apprendre à sortir de ça. Sortir de son puritanisme. Et ça, c'est ce que le XXe siècle a réussi à faire. Donc là, on est dans l'au-delà de cet appel à la jouissance effrénée de biens de consommation. On peut continuer de penser d'un monde qui jouirait effrénément de toutes sortes de choses, mais par rapport à ces objets gadgets qu'il faut renouveler tout le temps, je crois que l'histoire est en train de refermer la page sur ça. Il y en a beaucoup, on n'en a plus besoin. C'est pas là qu'est la rareté. La rareté, elle est dans les soignants, dans les hôpitaux, dans les maîtres d'école, peut-être dans les restaurateurs, en tout cas certainement aujourd'hui. C'est là qu'est la rareté, et c'est d'ailleurs ça que le capitalisme numérique, sournoisement, est en train d'essayer de compenser en nous dispensant de voir toutes ces personnes en face à face, en essayant de faire des économies là où il y a de la rareté. Donc oui, le discours sur la consommation en tant qu'elle a été associée à ce Black Friday, la jouissance est perdue d'acheter. Alors j'ai lu une anecdote d'une dame qui voulait acheter un téléviseur et il n'y en avait pas, elle est partie avec un aspirateur parce que ce serait été trop bête de passer à côté de cette occasion.
cette partie-là de notre histoire collective, je pense qu'elle est en train progressivement de se refermer comme une partie intégrante de construction de notre imaginaire. C'est en train de partir sous le choc de toutes ces mutations dont on est en train de parler. Pierre Singaravelou, est-ce que c'est une page de l'histoire qui se tourne ? Je ne sais pas, en tous les cas, il faut espérer que nous assistons à une prise de conscience sur l'impact écologique majeur de cette surconsommation. Nous évoquons dans le livre l'exemple de la bouteille en plastique. Il faut bien comprendre que même si nous décidons aujourd'hui d'arrêter de consommer des bouteilles en plastique, eh bien, demeurera longtemps l'empreinte écologique, notamment due aux nanoparticules qui résultent de la dégradation du plastique sur toute la planète, dans les océans, sur les continents, et qui au fond permettent aujourd'hui aux scientifiques de dater une nouvelle ère, l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire cette ère géologique marquée par l'influence néfaste en l'occurrence de l'industrialisation sur l'écosystème. Mais s'agit-il d'une page qui se tourne, Daniel Cohen, puisque le monde est clos et les désirs infinis? Si on prend par exemple le luxe qui ne constitue pas l'essentiel ou qui ne constitue pas des dépenses essentielles pour l'être humain, puisqu'on a eu récemment une définition de ce qui était essentiel et de ce qui était inessentiel par l'État, on voit que le luxe finalement se porte extrêmement bien, malgré la pandémie, malgré la fermeture des marchés asiatiques pendant quelques temps. Est-ce que ça n'est pas le signe que finalement, le fait de dire qu'on va aller vers des modes de consommation plus vertueux, tout cela est un peu une pensée du wishful thinking, des vœux pieux? Non, il y a toujours une course à la différenciation sociale. Donc le luxe, oui, c'est le rêve de s'élever au-dessus de sa condition. Donc ça demeurera ça, bien sûr. Mais le luxe, ce n'est pas d'avoir un quatrième écran plat dans sa chambre, voilà, qui a pu être encore le cas pendant 10 ou 20 ans. Deuxièmement, le luxe doit beaucoup à la montée de classe moyenne dans les pays asiatiques, en Chine notamment, pour lequel cette rivalité sociale est extrêmement intense. Donc oui, bien sûr, tout ça demeure, mais le luxe, c'est d'aller chez le coiffeur, c'est d'aller en vacances à tel et tel endroit. C'est ça qui est en train de changer, c'est d'avoir ses enfants dans les meilleures écoles et quand on est tout en haut de la chaîne sociale, de les envoyer dans des grandes universités à l'étranger. Voilà, c'est beaucoup de choses qui sont en train de se transformer et c'est ça ce qu'on appelle une société de service. C'est pas un hasard. Le luxe, c'est d'aller d'avoir sa chambre à soi dans un hôpital, etc., etc. Donc oui, le manteau là qui flash, bon, l'habit, mais ça reste bien sûr. Bon, il y a pas de doute. Mais encore une fois, voyez la part de l'achat de réfrigérateurs dans le panier de la ménagère, c'est 0,1%. Les téléviseurs, c'est 0,2%. Or c'était ça l'imaginaire des années 50-60. Bon, c'était d'avoir une machine à laver, d'avoir un téléviseur. Voilà, c'est ces choses-là qui ne sont plus du luxe là maintenant. Mais alors Daniel Cohen, dans ce cas-là, si l'économie tourne vers le présentiel de plus en plus, cela signifie que finalement toutes les questions que l'on évoque sur la mondialisation, sur la raréfaction des emplois dans nos pays, en France en l'occurrence, celle-ci, elle pourrait se résoudre ou en tout cas s'atténuer à moyen terme? C'est le décalage que je vous disais entre le physique, le volume, le poids, les CO2 émis et en fait la valeur au sens monétaire et donc au sens symbolique qu'on attribue à ces objets. C'est ce décalage qu'il faut résoudre dans les 10-20 prochaines années. Voilà. Il y a encore beaucoup de déchets, il y a beaucoup de choses qu'on jette parce qu'elles ne coûtent rien, entre autres choses, et pour lequel il faut un nouveau regard. Et c'est ça qui me rend optimiste sur cette période. C'est-à-dire qu'en réalité, le gros pollueur, c'est une société industrielle qui est elle-même en voie de réfraction chez nous. Alors pour les pays émergents, c'est tout à fait différent. Ils sont en train d'accéder à tout ça. C'est pour ça que la question du climat est une question globale. Il faut réfléchir, bien entendu, globalement à la manière dont on va allouer ces droits à polluer. Mais la question énergétique, elle est derrière tout ça. On a besoin, et pour faire tourner nos ordinateurs, etc., on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc la question du climat, elle devient de plus en plus une question de l'énergie. Et j'espère qu'elle deviendra de moins en moins cette question de ces produits jetables totalement inutiles et dont il faut apprendre à se passer. Un mot de conclusion, Pierre Singaravelou.
Oui, en vous écoutant, je me dis que l'approche mondiale est aussi utile, voire indispensable pour relativiser un certain nombre d'analyses, puisqu'on parle d'énergie, de consommation. Il ne faut pas oublier que quand on s'intéresse à l'ampoule électrique, par exemple, eh bien, il y a encore 1,5 milliard de personnes sur cette planète qui n'ont pas accès à l'électricité. On évoquait le chariot de supermarché il y a quelques instants. Il y a encore toute une série de pays dans le monde où il n'existe quasiment pas de supermarché. Donc, il est important aussi de regarder ce qui se passe ailleurs pour mieux comprendre les singularités de nos propres vies. Pierre Saint-Garavelou, Le Magasin du Monde, c'est votre livre, publié chez Fayard et Daniel Cohen. Il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète aux éditions Albin Michel.